Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Merci à la Maïf d'avoir organisé cette invitation qui donc va nous permettre d'écouter trois artistes qui sont lauréats donc, du prix Maïf. Je vais dire quelques mots, resituer un petit peu le prix Maïf. Quelques mots sur moi. Donc moi, je suis un modérateur dans cette réunion et dans cette conférence. Mon travail à moi, je suis directeur artistique, commissaire d'exposition. J'ai en charge un certain nombre de programmes, notamment en lien direct, je dirais, avec les technologies et le digital. Je suis conseiller artistique pour Universcience, donc la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte. Et puis, dans mes différentes missions, je m'occupe aussi d'un programme qui s'appelle Un été au Havre, où notamment on développe dans les éditions à venir une réflexion sur le digital à l'échelle de l'espace urbain. Qu'est-ce que le digital aujourd'hui à l'échelle de la ville? Et donc, j'imagine que c'est aussi pour ça que la Maïf m'a confié ce petit rôle de modérateur. Donc, je vais être très discret et très vite laisser la place aux artistes. Quelques mots quand même de rappel sur cet engagement de la Maïf, puisque je parle sous contrôle, mais je crois savoir qu'il y a 55 000 sociétaires, personnes morales de la Maïf qui sont liées au monde de la culture. Donc ça représente quand même un certain nombre de personnes et je dirais de structures. La Maïf, c'est aussi donc une collection d'œuvres d'art qui s'est construite à partir du prix Maïf, qui a démarré en 2008 et qui était à l'origine un prix destiné à récompenser à des artistes qui produisaient une œuvre en bronze, avec cette préservation du savoir-faire autour du bronze. C'est un prix qui a eu 11 éditions donc, autour de cette pratique du bronze et d'artistes contemporains donc, qui investissaient le bronze. Et en 2020, le prix Maïf pour la sculpture a évolué s'est remis en question d'une certaine manière et a cherché à aller plus vers le domaine de l'innovation. Et s'est intéressé à des artistes qui pouvaient mêler les questions du numérique, des technologies, avec la sculpture contemporaine. Et évidemment pas pour avoir fait partie du prix de ce jury et même pour avoir participé à la réflexion sur sa redéfinition, évidemment pas dans une espèce d'adoration, je dirais, naïve de la technologie, mais dans un vrai travail de fond sur ce que la technologie, les techniques et évidemment le monde digital peuvent apporter et comment les artistes travaillent ces outils. Alors c'est pour ça qu'on a choisi d'intituler cette table ronde je n'ai plus la slide, mais le numérique, outil ou révolution artistique, parce que l'histoire de l'art, c'est une histoire de révolution liée à des outils. Mais les artistes, évidemment, ne sont pas de simples, je dirais, exécutants ou ne sont pas au service de l'outil. C'est l'outil qui est au service de la volonté artistique ou de la proposition artistique. Et donc, ça a toujours été un lien presque je dirais, parfois rugueux entre les outils que les artistes ont inventés ou ceux dont ils se sont servis et les œuvres qu'ils ont produites. Et donc je trouvais intéressant, et on trouvait intéressant avec la Maïf, de poser cette question par rapport à ce nouveau prix. On a donc invité 3 lauréats, 2 lauréates et un lauréat qui sont issus de cette nouvelle session du prix depuis 2020. La première artiste qui va donc nous rejoindre, c'est Émilie Perrotto, qui est là. Tu peux venir... Oui, bah oui, pourquoi pas. Parce que moi, je vais vous donner vite la parole, parce qu'il faut que... Si les slides sont prêts, je ne sais pas à qui je m'adresse en régie. C'est bon? Ouais. Et moi, je vais disparaître, je vais te laisser la place. Simplement introduire 2 choses. Toi, tu es une sculptrice, Émilie. J'ai la chance de connaître ton travail depuis de nombreuses années, parce que j'ai peut-être été un des premiers à écrire sur ton travail, mais enfin, ça remonte à une époque qu'on ne peut plus citer aujourd'hui. J'aime beaucoup quand tu définis ton travail de sculpteur, de sculptrice comme une expérience tactile et intellectuelle de l'espace, et l'idée que cette expérience, tu la nommes situation sculpturale, sans vouloir devenir trop intellectuel, mais c'est vrai que dans ton travail, il y a toujours une relation très pensée, très complexe, à la fois une sensualité des formes, ton travail a toujours été un travail aussi lié à la main, lié au fait de fabriquer des choses, avec une attention très forte portée à tes matériaux, aux formes que tu employais. Et puis, en même temps, une grande attention portée aussi aux spectateurs qui sont dans une interaction. Et la sculpture, elle convoque 2 univers, le monde du spectateur, elle est à l'intermédiaire, évidemment, entre ce que tu as proposé et puis le monde de ceux qui le regardent, c'est-à-dire nous. Et pour le prix Maïf, tu as fait une proposition dont tu vas nous parler, mais je pense au cours de ton développement, qui s'appelle Data Sculpture,
Je ne vais rien en dévoiler, mais ça a marqué, me semble-t-il, aussi une sorte d'aboutissement dans ton travail, dans ta recherche de sculptrice, puisqu'il est question de données dans ce travail, il est question des datas, bien sûr, mais tu les approches d'une manière tout à fait singulière. Il y avait nos portraits qui ont défilé avant, où je dis simplement... Donc, Émilie Perrotto va parler en premier, on aura ensuite Marion Roche, et on finira avec Grégory Chatonsky. Comme le temps est compté, on ne va pas perdre de temps. Je te passe tout de suite la parole, Émilie. Vérifie que ton micro marche bien. Je pense qu'il marche bien. Il marche très bien. Tu as une petite télécommande qui te permet d'aller en avant et en arrière. Tout à fait. Et je disparais et je vais compter ton temps de parole de manière à ce que nous respections le temps alloué. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour nous écouter. Donc je vais essayer de ne pas trop lire ce que j'ai préparé et de vous regarder en m'adressant à vous aujourd'hui. Donc pour commencer mon intervention, je vais me rattacher à la thématique générale de l'ISEA cette année, c'est-à-dire la notion de symbiose. Et cette notion de symbiose, c'est par elle donc que je vais vous parler de sculpture. Donc je peux envisager comme symbiotique la relation que ma pratique de sculpture entretient avec l'histoire des techniques de fabrication des objets. Je n'ai pas commencé à pratiquer la sculpture en manipulant de l'argile ou en taillant une pierre avec un marteau et un burin, mais en découpant avec une scie sauteuse des plaques de bois de particules de type contreplaqué ou MDF. Ma relation à la sculpture s'est d'abord construite avec les outils électroportatifs et les matériaux des grands magasins de bricolage qui proposent un panel d'outils et de matières provenant de l'industrie, conditionnés et diffusés comme tels. Ces magasins de bricolage, vous les connaissez, c'est ceux qui permettent de rendre accessibles à des particuliers des activités d'entretien et de transformation de leurs habitats, sans forcément passer par un professionnel. J'ai compris au bout de quelques temps que ce fournisseur qui était le magasin de bricolage n'était pas une évidence, malgré le fait que beaucoup de jeunes artistes y étaient clients comme moi. Et j'ai aussi compris que ce qui m'intéressait surtout, c'était de ne pas perpétuer cet usage et cette façon de faire. Pour ma part, j'avais plutôt envie d'aller vers les professionnels des techniques, des savoirs et de travailler avec eux. Parce que pour moi, la sculpture, c'était pas un hobby et sa pratique contemporaine n'était pas non plus une version préfabriquée de ce que la sculpture avait été précédemment, au même titre que les huisseries que vous trouvez à Leroy Merlin sont par exemple une version préfabriquée de ce que pouvait être la menuiserie traditionnelle. Donc il n'y avait pas de raison que je travaille essentiellement avec les outils de bricolage de loisirs ou de la construction standard. Donc quand je pense à l'histoire de la sculpture, moi je pense à la pratique d'Auguste Rodin, dont j'ai choisi de vous montrer une image aujourd'hui. Donc un sculpteur historique, mais qui pour moi tisse très facilement entre son travail des liens avec le monde industriel qui l'entourait au moment où sa pratique est apparue. Pour moi, penser à Rodin, ça ne m'évoque pas penser à des savoir-faire artisanaux et à des métiers d'art, mais ça m'évoque au contraire le chantier, l'aciérie et l'usine de fonderie. C'est tout un monde technique et technologique qui lui est parfaitement contemporain au moment où il met en œuvre sa pratique et qui transparaît dans sa façon d'envisager le moulage qui permet une production en série et dont il conservait les traces de mise en œuvre, comme vous pouvez le voir ici. Donc juste pour dire deux mots, ce sont des pièces que Rodin nommait des abattis, et comme vous pouvez le voir, c'est un modelage de bras qui ensuite est modelé et coulé en série, exactement comme on pouvait l'imaginer dans une usine, au même moment qu'apparaissaient ces sculptures. Ces sculptures, elles sont pétries du monde de la révolution scientifique et industrielle qui l'entoure, sans que les sculptures soient illustratives de cela. Et notamment parce que son travail d'artiste, il est aussi nourri de son intérêt pour le développement de la paléontologie, qui est aussi contemporain du moment où son travail se développe. Donc la question de la fragmentation et de la série, c'est aussi des choses qui vont nourrir ce travail. Donc à partir de Rodin, je pourrais tirer un fil, et même à partir de Michel-Ange, un fil assez subjectif qui serait celui d'une filiation de la sculpture qui se nourrit de l'industrie pour s'ancrer dans le monde dans lequel il agit. Pour moi, cet héritage sculptural, il pourrait également passer, alors je vais aller assez vite, mais par Constantin Brancusi, par Laszlo Moholy-Nagy, par Richard Serra, Robert Smithson, Nancy Holt, Robert Morris, Carl André, Donald Judd, Dan Graham, Étienne Bossu, Oscar Tuezon, Elisabeth Ballet. Et vous noterez que mon fil est essentiellement occidental et masculin, et je m'en excuse, et j'agis pour remédier à cela.
Vous pourriez vous étonner qu'aujourd'hui, je vous parle d'industrie dans le cadre d'une table ronde en lien avec le prix Maïf pour la sculpture pour l'ICA. Et pourtant, il me semble difficile d'être artiste sans être pétri du monde qui nous entoure. Et il me semble qu'il y a forcément une relation symbiotique entre le contexte d'élaboration d'une œuvre et ce qu'elle est au final. Pour ma part, j'ai baigné dans le monde de la machine-outil, monde dans lequel, dans les années 80, se mêlaient, encore de façon symbiotique, des savoir-faire artisanaux, des outils industriels et le numérique, qui peu à peu allaient permettre de commander différemment les machines et d'optimiser à différents niveaux la production. Donc vous voyez ici une fraiseuse à banc fixe du fabricant français Vernier. Cette relation entre artisanat, machine et technologie est aujourd'hui au cœur de mon travail de sculpture, qui se concrétise très souvent via des savoir-faire d'entreprise qui mettent en œuvre des techniques qui leur sont disponibles, toutes les techniques qui leur sont disponibles, et qui sont depuis plus de 40 ans innervées par les questions numériques. Insérer des projets de sculpture dans ces entreprises, pour moi, c'est une façon de faire bouger les lignes. Bien sûr, c'est travailler avec les savoir-faire de chacun et de chacune, mais c'est aussi questionner pourquoi on fait de telle façon et habituellement, et pas autrement. C'est une façon pour moi, à mon échelle, d'interroger les techniques, non pas pour les remettre en cause, mais pour conscientiser les process et parfois pour modifier ce qui doit encore l'être. Et encore une fois, c'est à l'échelle d'une sculpture, et non pas à l'échelle d'une commande industrielle ou d'une chaîne de production. C'est-à-dire qu'une sculpture, c'est inoffensif, c'est en dehors des habitudes, ça ne fait pas peur et ça ne crispe pas trop. Donc là, je vais vous montrer juste quelques exemples des sculptures, de mes sculptures qui ont été issues de cette méthode de travail. Donc là, c'est une sculpture qui se nomme Hacker Vaillant et qui, clairement, comme vous pouvez le voir, a la nécessité de la taille de pierre, mais de la taille de pierre à grande échelle qui nécessite une scie électrique et un certain nombre de savoir-faire qui touchent aussi au numérique. Je peux enchaîner avec des sculptures qui sont issues d'un travail avec une fonderie semi-artisanale qui travaille l'aluminium et qui travaille plutôt pour la production de motos en petite série ou qui travaille aussi pour fabriquer des moules pour l'injection plastique. Et pour dire un mot juste sur cette sculpture, elle aussi, elle est vraiment liée à la question industrielle parce que elle est issue d'un moulage d'une forme réalisée avec des bouteilles en plastique injectées qui ensuite elles-mêmes se retrouvent prises en charge par une fonderie semi-industrielle. Encore d'autres sculptures, toujours en fonderie d'aluminium, en cupro-aluminium, là où il est encore question d'une relation à l'industrie, puisque c'est encore ici une sculpture qui dialogue avec cet objet qui est une chaise en plastique injectée qui lui aussi est complètement lié à la question industrielle. Encore une sculpture en cupro-aluminium. Et ici, donc pour souligner encore la relation que mes sculptures elles ont avec leur contexte de production, c'est une photo que m'a envoyée la fonderie avec laquelle je travaille d'une sculpture en cours qui était posée dans l'atelier de la fonderie. Cette relation qu'entretient ma pratique avec l'industrie, elle me permet de développer des sculptures qu'on peut manipuler et avec lesquelles on peut avoir un contact physique. Cette relation haptique, elle est fondamentale pour moi, car elle favorise une relation à l'art qui ne passe pas uniquement par la vue, mais qui s'exprime pleinement dans le corps tout entier. Et il est important pour moi que notre relation à l'art nous invite à développer davantage notre perception consciente, tactile au monde. On peut dire que 80% des informations qui nous arrivent, elles passent par la vue, et que l'art nous demande de muscler d'autres sens me semble fondamental. Surtout lorsque l'on sait que la perception tactile, la perception haptique, c'est la perception la plus difficile à leurrer. Aussi, il me semble important que l'art convoque notre proprioceptivité. C'est la sensation que l'on a de son propre corps, et que cette sensation, elle soit convoquée dans une expérience esthétique. Que celle-ci conjugue une sollicitation intellectuelle et une sollicitation sensible. Donc Data Sculpture, c'est le projet développé pour le prix Maïf et que nous venons de terminer avec l'entreprise Nova Additive. Et c'est le projet qui tend vraiment à concrétiser cela. Donc ce projet de Data Sculpture, il est né du désir de rendre tangibles des données numériques, des données impalpables.
Donc cette idée première, elle a bien sûr été nourrie par la data visualisation, qui était une source de départ de travail et qui me semblait être une mise en forme de données intéressantes, mais un peu trop subjective, parce que la data visualisation, bien sûr, sous sa forme graphique comme on la connaît, eh bien, elle demande à ce qu'il y ait des choix, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en haut et qu'est-ce qu'on met en bas de notre forme graphique. Donc ces choix, ils peuvent être subjectifs et évidemment, ils ont une incidence sur la façon dont on appréhende ces données. Et surtout, cette subjectivité, elle va bien sûr influer sur notre interprétation. Donc envisager de rendre tangibles les données par la sculpture, ça me semblait être une bonne piste pour résoudre ce problème d'orientation des données, car les imaginer en volume, c'était les imaginer manipulables, et donc il n'y avait plus de direction des données, puisqu'on pouvait imaginer une sculpture qui serait manipulée par celui qui l'aperçoit, et qui donc déciderait d'une certaine façon dans quel sens il pourrait manipuler cette mise en forme des données. L'image que vous voyez, et je vais vous en parler plus tard, c'est le site GitHub qui permet de partager des programmes en open source. Je vais vous en reparler tout de suite. Donc pour en revenir à cette idée de rendre tangibles les données, il me semblait aussi important de les mettre en perspective, ces données, et pour pouvoir leur donner du sens. Et donc l'idée, c'était de choisir des ensembles de données qui avaient un élément commun, pour encore une fois, voilà, pouvoir dire un peu plus, en tous les cas, que ces données pures. Donc j'ai choisi de mettre en perspective des données qui révéleraient des inégalités sociales. Et pour ce faire, j'ai choisi d'utiliser des données qui concernent les richesses naturelles de certains pays, mis en perspective avec le confort de vie de ces pays. Donc pour travailler au projet de la data sculpture, j'ai choisi de confronter le nombre de millions de carats extraits par les 10 premiers producteurs mondiaux de cette richesse en 2019, avec la mortalité infantile des moins de 5 ans de ces mêmes pays. Alors là, l'image que vous voyez donc de GitHub, en fait, vous avez les données que vous voyez, enfin l'histogramme que vous voyez en haut, ce sont les mortalités infantiles donc de ces 10 premiers producteurs mondiaux d'or en 2019. Et ici, vous avez la production d'or en millions de carats. Donc, dans ces 10 premiers pays producteurs d'or, dans l'ordre qui va de ici à ici, c'est la Russie, le Botswana, le Canada, la République dominicaine du Congo, l'Australie, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Namibie et le Lesotho. Donc vous constaterez que dans les 10 pays que je viens de nommer, 7 se situent sur le continent africain. Et vous comprendrez ensuite que c'est dans ces 7 pays, évidemment, que la mortalité infantile explose. Donc pour le projet Data Sculpture, je voulais donc rendre tangibles des données, mais je voulais, pour les rendre tangibles, qu'on passe de tableau Excel à un fichier STL et qui puisse être un fichier imprimable en 3D. Donc pour ce faire, j'ai travaillé avec Benoît Zinker, qui est designer et qui a fabriqué un programme. Donc ce fameux programme qui est disponible en open source ici. Je vais revenir en arrière. Et donc Benoît a fabriqué ce programme qui permet donc de convertir des tableaux Excel des tableaux Excel qui ont un élément commun en une forme qui rassemble des histogrammes en bâton en une sculpture. C'est-à-dire comme ceci. Pour Data Sculpture, donc moi je me suis concentrée sur, comme je vous l'ai montré, 2 types de données différentes qui forment une sculpture en forme de L. Et donc l'idée c'était d'imprimer ces données en impression céramique 3D et plus précisément en porcelaine. Et c'est ce qui m'a amené à travailler avec l'entreprise Novadditive, qui est spécialisée dans l'impression céramique et qui travaille notamment pour les domaines scientifiques, mais aussi avec le luxe. Novadditive est basée à Tarbes. Donc pour ce projet, il me semblait intéressant de travailler avec la technologie ancestrale de la céramique, qui est forcément liée à l'histoire de la sculpture, mais aussi de travailler avec les innovations récentes
et numérique de la question de l'impression céramique. Donc c'est un savoir-faire qui mélange bien sûr un savoir-faire artisanal et aussi vraiment de l'innovation, ou en tous les cas plutôt des techniques d'ingénierie de pointe. Et d'ailleurs, c'était assez impressionnant pour moi de travailler avec cette entreprise et de voir comment les ingénieurs passent du bureau d'études et de l'ordinateur à l'atelier de façon incessante. Et surtout, de façon très fluide. Donc, travailler avec ce médium, c'était... travailler avec la céramique, c'était forcément se confronter à l'indocilité de la matière, à toutes les étapes de sa transformation. Et ce qui était encore plus complexe avec la question de l'impression, où la matière est vraiment très contrainte, d'autant quand on veut réaliser une pièce à angle droit. C'est un médium qui nécessite constamment d'être humble et qui vous montre à quel point le travail en équipe est nécessaire. C'était aussi, travailler avec ce matériau, c'était aussi se dire que c'est un matériau qui est très durable et qu'il y avait aussi la nécessité de réfléchir à comment cette pièce elle pourrait être perçue peut-être dans 200 ans si elle résistait à ce qui pouvait lui arriver. Donc il y avait aussi une nécessité de la penser dans une filiation d'objets qui rendent tangibles des données, mais dans la lignée historique des bouliers, par exemple. Donc, pour conclure cette petite présentation, je vais répondre à la question de Gaël Charbot, qui était le titre de ce moment, c'est-à-dire le numérique, outil ou révolution artistique. Donc, pour répondre à cette question, je vais prendre une tangente. Je dirais que la sculpture, je la considère comme un formidable moyen pour aider à faire un pas de côté, pour appréhender les techniques, les technologies qui nous sont contemporaines. Oula. La sculpture est cette autre qui permet de ne pas être dans une relation frontale à une technique ou une technologie et qui ouvre la relation à trois protagonistes, qui ouvre un espace plus grand à cette relation. J'envisage la sculpture comme une entité qui m'aide à appréhender le monde qui m'entoure, et y compris le monde numérique. Merci beaucoup Émilie. Je vous propose peut-être qu'on pose des questions plutôt à la fin des trois présentations, ce qui va nous permettre d'enchaîner sur trois pratiques qui sont très différentes et trois lauréates et lauréats qui ont des approches très différentes. Et pour respecter un temps que je sais compter, on va, si tu en es d'accord Émilie, on va renvoyer les questions à la fin de notre rencontre. Comme ça, il y aura peut-être aussi des choses qui se recoupent d'ailleurs dans les questions qui peuvent être posées. Marion, je vais te laisser aller prendre la place d'Émilie. Marion Roche. Tu peux même peut-être appuyer sur le bouton vert qui permet d'aller vers l'avant. Magnifique. Toi, Marion, tu as été récompensée par le prix Maïf pour la sculpture en 2021, autour d'une sculpture qui s'intéresse d'un projet en tout cas qui s'intéresse notamment au rêve et à la manière dont tu as trouvé des matériaux et imaginé une proposition qui puisse finalement, d'une certaine manière, mettre en scène ses rêves, mais je le dis de manière volontairement naïve et tu vas le développer d'une manière beaucoup plus précise. Tu es à la fois, tu as cette particularité d'être à la fois artiste et philosophe, chercheuse, pardon. Les nouvelles technologies, c'est je dirais une approche qui est tout à fait naturelle dans ton travail, qui est vraiment un vocabulaire avec lequel tu réfléchis. Mais j'imagine que ton approche philosophique te permet aussi de prendre une certaine distance. Et donc, tu n'échapperas pas, comme Émilie, à devoir répondre à la question à la fin de ta présentation. Tu y as pensé ? D'accord. Alors, on te donne la parole, Marion. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, comme tu le disais, Gaëlle, j'ai effectivement un peu une double casquette d'être à la fois artiste et aussi chercheuse donc, en philosophie. Et ce qui m'intéresse particulièrement, encore une fois, pour rebondir sur le thème de cette année qui est la symbiose, c'est effectivement de penser le monde dans lequel on se trouve, qui est informé aujourd'hui par ce qu'on appelle les technologies, le numérique, et essayer du coup d'y réfléchir à la fois théoriquement, mais aussi d'avoir des réponses plastiques qui viennent illustrer ou en tout cas essayer d'avancer sur les questionnements que je peux me poser et comment est-ce qu'on essaie d'envisager le numérique aujourd'hui. Je pense que c'est aussi un défi et une responsabilité
en tant qu'artiste, que penseur, de se poser la question de qu'est-ce que c'est que le numérique, comment est-ce qu'on l'utilise, qu'est-ce que c'est que la technologie, quel rapport est-ce qu'on peut entretenir avec elle, comment est-ce que ces relations marchent. Et donc ce que je présenterai aujourd'hui, c'est un peu cet exposé-là de quelle est ma vision du numérique, en tout cas quelle serait ma vision utopique de ce que devrait peut-être être le numérique. Et les technologies, comment est-ce que, en tout cas, j'essaie de travailler avec elles. Ça sera articulé, je vais essayer d'articuler cette pensée donc en 15 minutes assez rapidement autour de deux notions qui animent particulièrement mon travail, qui sont à la fois l'autonomie et l'éphémérité. Donc deux choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'évoquer quand on pense aux technologies et au numérique. Et pour commencer un peu à illustrer du coup ces idées-là, j'ai décidé, comme on est aussi ici pour parler du prix Maïf, donc de la sculpture avec laquelle j'ai été du coup lauréate, qui s'appelle donc Je viens de te voir en rêve, qu'on voit sur les images. Et comme le disait Gaël, effectivement, qui est un travail autour du rêve. Ce qui m'intéressait dans le rêve, c'était justement que c'était encore un interstice dans lequel on pouvait développer une pensée où il n'y a encore pas de rationalisation, pas de systématisation à propos de ce que c'est que le rêve, que ce lieu-là. Mais à la fois, c'est la chose bien la plus intime et intérieure qui nous habite. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse par son rapport à la temporalité, qui mêle différentes temporalités, pas forcément linéaires. Et c'est ce qui m'intéresse pour réfléchir aussi à la question de l'autonomie. Puisque je pense que s'il faut travailler avec le numérique, il faut arriver à penser le numérique de façon le plus ouverte possible. J'explique par là. Cette idée, alors pour ceux qui sont peut-être familiers avec ce penseur, j'ai beaucoup travaillé avec les ouvrages de Gilbert Simondon, qui est un philosophe des techniques et qui parle donc beaucoup plutôt de techniques que de technologie, puisqu'il n'a pas eu la chance encore. Il sentait arriver le pouvoir, justement, il le disait dans ses dernières lettres, des interfaces, de la technologie, mais il n'a pas encore, il n'a pas de son vivant pu expérimenter du coup les technologies que nous avons aujourd'hui. Donc il parlait en termes de technique et d'ouverture justement des objets techniques. Et je trouve que c'est ce qui devrait être fondamental. En fait, il combattait un peu les visions cyberneticiennes, si vous voulez, de la pensée de l'objet technique robot, l'objet technique comme automate, qui est vraiment pensé pour faire une tâche et qui doit être la plus précise et la plus efficace possible. Il combattait un peu cette idée en prônant l'objet technique et ce qu'il appelle sa marge d'indétermination. C'est-à-dire que pour lui, un objet technique doit inclure une marge d'indétermination. Et je trouve que c'est ce qui est passionnant aussi dans notre rapport aux technologies, c'est d'être capable justement de s'ouvrir à cette capacité d'indétermination et d'autonomie. Donc viser plutôt l'autonomie que l'automatisation, on va dire. Et donc je me suis intéressée à comment pouvoir rendre ça à travers une sculpture. Moi je viens aussi de la sculpture vraiment manuelle, plastique, donc j'avais l'habitude de faire des formes très lourdes, très imposantes. Et j'en ai eu un peu marre de remplir finalement ce monde de choses très, 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 très imposantes, très ancrées. Et je me suis posé la question de comment est-ce qu'on pouvait travailler avec des matériaux qui arrivent à garder une certaine forme d'autonomie. Et donc, pour cela, j'ai d'abord collaboré avec un centre de recherche en neurosciences, donc pour faire, comme l'expliquait tout à l'heure Émilie Perotto, de la data visualisation, ce qu'on appelle la visualisation de données. Donc ici, à partir d'EEG, qui ont été réalisés pendant le sommeil paradoxal, donc c'est le moment où on rêve. Et donc à partir de ces données, en 2D, mais encore, comme le disait aussi Émilie, tout ça, c'est des choses assez subjectives, puisque les neuroscientifiques eux-mêmes n'ont pas de réponse claire à savoir ce qui se passe dans un rêve, et des données électriques ne représentent absolument pas, évidemment, la réalité de ce qui est un rêve. Donc c'est aussi une interprétation complètement subjective du rêve.
Donc à partir de ces données en 2D, j'ai travaillé du design pour arriver à les modéliser en 3 dimensions. Et ce qui m'intéressait, c'était d'arriver à retomber sur quelque chose de naturel. On va s'avancer toute seule, c'est très bien. Et pour cela, j'ai décidé de travailler avec des biochimistes qui développent un matériau qui s'appelle le técophilique, peu importe, et qui est un matériau, lui j'appelle ça la 4D parce que c'est très bien au niveau du marketing, je pense, mais c'est un matériau qui permet d'ajouter en fait la 4e dimension, qui est le mouvement, en gros le temps dans les 3 autres dimensions. Donc c'est un matériau qui permet de la répétabilité d'un mouvement. Donc en gros c'est un matériau hydrophile, quand de l'eau rentre dedans, il s'expand à 100% de sa forme. Et quand il se dessèche, il revient à sa forme normale. Donc il permet, si on veut, de pouvoir créer comme ça un mouvement. Et l'idée, donc, c'était d'utiliser les technologies, donc des choses assez complexes. Ça, c'est des biomatériaux qui sont normalement utilisés pour faire des valves cardiaques, par exemple, voilà, dans les technologies médicales. Et l'idée, c'était donc de passer par une mise en un protocole assez complexe, des technologies de pointe, on va dire, pour retourner à quelque chose finalement de très naturel, d'un mouvement autonome presque. Donc on peut revoir peut-être le résultat. En fait, donc c'est vraiment ces fleurs, on peut dire, voilà, ces fleurs de rêve dont les pétales viennent s'ouvrir et se refermer vraiment comme dans une sorte de respiration presque naturelle qui suit le mouvement qu'aurait une fleur dans la nature, en fait, qui vient s'ouvrir et se refermer en fonction de l'hydratation. Donc en fait, l'idée c'est de venir arroser ces fleurs, et quand elles sont arrosées, donc elles s'ouvrent et puis se referment vraiment dans cette temporalité qu'aurait une fleur naturelle. Donc de passer par les technologies pour retomber, si vous voulez, sur quelque chose d'autonome qui n'a plus besoin, voilà, d'électricité, de choses complexes techniquement pour être mis en marche. On peut juste laisser la sculpture dehors sous la pluie et puis voilà, elle vit sa vie de sculpture en justement pouvant bouger et être, répondre en tout cas aux éléments extérieurs. Donc je parlais de l'autonomie par rapport à ça, c'est vraiment cette recherche de voir comment est-ce que la technologie peut nous amener à penser des nouveaux matériaux, des nouvelles formes qui ont cette possibilité-là, qui sortent de l'automatisation et qui s'ouvrent aussi finalement à l'indétermination, qui sont dépendantes finalement aussi des éléments naturels. La suite de ce projet, donc là je vais vous parler plutôt de mes prochains projets ou des projets en cours. C'est un projet du coup en réalité virtuelle qui s'appelle Démarrer de mémoire, qui continue en fait ce premier projet que j'avais fait pour la Maïf, où j'ai beaucoup écrit du coup mes rêves pendant des mois et des mois. Et l'idée c'est de proposer comme ça un parcours. Donc toute l'esthétique, c'est voilà, des scans 3D, du coup de lieux dans lesquels je vais scanner vraiment à la main. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important dans mon travail. Et qui sont après rendus dans cette esthétique, du coup, qu'on appelle point cloud ou en nuage de points. Et c'est donc un parcours, une déambulation toujours renouvelée à travers une série de rêves. Donc on peut circuler comme ça à travers mes rêves, on va dire, et avec des objets transitionnels qui permettent de passer d'un rêve à un autre. Et l'idée, c'est de proposer vraiment une installation dans laquelle les personnes qui expérimentent cette expérience ont un rôle, puisque leurs battements cardiaques vont être détectés et vont avoir une influence sur ce qui se passe à l'intérieur de cet environnement développé pour la réalité virtuelle. Et ce qui m'intéresse particulièrement, ce que je vous disais en introduction, c'est la notion d'éphémère. Puisqu'aujourd'hui, un des grands débats sur le numérique, c'est de se questionner sur comment est-ce qu'on pérennise les œuvres, comment est-ce qu'on lutte contre l'obsolescence programmée, comment est-ce qu'on fait durer finalement toutes ces pièces qui voient le jour, qui existent. Moi, je prends un peu le contre-pied de
de ce qui se fait aujourd'hui, parce que je pense que l'intérêt et la beauté justement de ce que nous offrent ces technologies, c'est de pouvoir vivre dans l'éphémère. Donc c'est une pièce, une installation qui se délite au fil du temps. Donc les points qui constituent les scans des rêves se délitent en fonction des passages et en fonction des visionnages des personnes qui viennent faire l'expérience. Donc l'idée, c'est qu'à la fin, il ne reste plus du tout d'installation et qu'on on envoie de moins en moins en fonction des gens qui passent et qu'à la fin, il ne reste plus rien. Moi, j'ai beaucoup de tendance à faire des parallèles entre l'art numérique et le land art, aussi curieux que soit la proposition. Mais j'aime à penser en fait que le numérique peut nous offrir ça aussi, justement, cet aspect éphémère et léger. Alors je sais que Grégory travaille beaucoup sur la gravité, la matérialité du numérique. Je trouve qu'on a aussi intérêt à le penser dans son pendant, qui est justement le côté éphémère, et d'accepter finalement aussi le laisser-aller de ces pièces, de savoir que une œuvre va pouvoir être visible ou présentée à un moment donné, dans un temps donné, dans un espace donné, que si on rate effectivement cette opportunité, eh bien, il y aura une autre pièce qui sera faite. Et je trouve que c'est intéressant de réfléchir peut-être à la transmission, à l'archivage, de comment est-ce qu'on peut arriver à parler, à écrire, par exemple, sur les pièces. Et j'ai tendance à prendre, par exemple, les peintures rupestres. Alors, on sait très bien, on a des photos, on sait qu'il a existé des hommes ou des femmes d'ailleurs aussi, qui ont peint sur des parois des cavernes. On ne sait pas exactement pourquoi ni comment, mais notre imaginaire, finalement, ça nous suffit à construire aussi, à construire un imaginaire, une histoire de l'art sur ces bribes d'informations qu'on a, sur ce qu'on a pu en voir. Et je trouve que cette idée, finalement, d'avoir seulement des bribes, seulement des traces, nous suffit pour construire, pour fabriquer aussi un imaginaire et un parcours, une histoire de l'art. Et je propose en tout cas d'essayer de penser le numérique dans ce rapport-là, à l'éphémère, à essayer de réfléchir à comment on peut toujours travailler dans le processus, dans le moment, et non pas ancrer les choses sur des temps forcément longs. Voilà, donc cette idée de l'obsolescence programmée, moi, elle m'intéresse dans le sens où elle force aussi à parler de ça, à parler de l'éphémère. C'est des réflexions donc, que je mène aussi en parallèle du coup de mes recherches, puisque je pense que pour qu'il y ait une vraie co-constitution entre le numérique dans lequel on est et notre être, j'invite à penser, à réfléchir à ce que j'appellerais un milieu numérique et non plus un environnement numérique, c'est-à-dire qu'on est à la fois au milieu et... le milieu, c'est un terme qui est intéressant puisqu'on est au centre, mais c'est aussi quelque chose qui nous enveloppe. Et c'est non plus l'environnement qui nous est complètement extérieur. Et que pour penser justement comment est-ce qu'on peut théoriser l'être, notre rapport à l'être aujourd'hui, il faut aussi qu'on ait en face de nous un milieu. Alors c'est très dur à traduire peut-être pour en anglais, puisque justement on n'a pas ces différences-là. Et c'est ce qui manque aussi parfois, c'est la théorisation précise dans la langue française des termes qu'on utilise au niveau de la technologie, puisque effectivement le mot milieu n'existe pas forcément, donc on a tendance à tout regrouper sous le terme d'environnement. Et moi du coup j'essaie de théoriser plutôt la naissance d'un milieu numérique qui permettrait une co-constitution avec un être que je nomme du coup dividu. C'est-à-dire que j'essaie d'expliquer qu'aujourd'hui, notre rapport à l'être n'est plus un rapport à un individu qui est un et indivisible, mais qui est plutôt fragmenté et dans un processus constant.
Donc pour ça, je reprends les idées de Deleuze notamment, qui théorisait l'individu, lui, de façon seulement comme un symptôme de la société capitaliste. Moi, j'essaie de voir comment est-ce que aujourd'hui le fait d'être fragmenté, le fait d'être multiple peut justement ouvrir, et comment les technologies sont là pour nous aider à penser cette ouverture, cette multiplicité, et ce rapport du coup à un processus en permanence qui évolue en permanence. Marion, comment on arrive au terme de ta présentation, en tout cas du temps de ta présentation? Est-ce qu'on peut partir de ce point pour tenter de répondre à la question qui n'a pas forcément vocation à être totalement couverte sur pour toi, l'usage du numérique dans ton travail? Est-ce que tu le prends comme un outil, je veux dire vraiment au même titre qu'un l'outil, même quand tu faisais référence aux peintures pariétales, etc., donc à tout ce qu'on peut imaginer comme outil primaire, ou en tout cas très simple, a priori, voir des objets trouvés ou des choses comme ça? Ou est-ce que le numérique, ou ces outils, en tout cas numériques, te permettent d'envisager une pratique que tu ne pourrais pas faire sans cette technologie? Je pense qu'il y a un peu des deux, en fait, que c'est pas aussi radical l'un ou l'autre. Je pense qu'il y a une vraie révolution numérique en cours. Ça, pour moi, on ne peut pas le nier comme une révolution industrielle, qu'on nomme en tout cas révolution industrielle. Mais qu'après, ce sont effectivement, encore une fois, des outils. On oublie bien trop cette notion, malheureusement. Donc il y a toujours un discours qui est très ou technophile ou technophobe, où on adore les technologies, ou on les critique parce qu'on a peur de la machine qui va nous attaquer et prendre possession du monde. Je pense que la voie du milieu est peut-être une voie assez sage, et surtout comprendre que l'outil est toujours, on est toujours dans la main de celui qui le tient. Et l'exemple que je donne tout le temps, c'est celui du marteau. Si je l'utilise pour aller taper sur la tête de quelqu'un, c'est sûr qu'il va penser que le marteau est un outil très mauvais. Si je l'utilise pour construire sa maison, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Donc je voulais vous montrer aussi un des dernières installations sur lesquelles je travaille sur l'intelligence artificielle. Et c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est que j'ai beaucoup moins peur de l'intelligence artificielle que de la bêtise humaine, en fait. On peut peut-être conclure ton intervention sur ces mots. Marion, merci. On va passer la parole à Grégory Chatonsky, si tu es... Bien sûr. Si tu es prêt. Oui, plus ou moins. Donc je vais essayer de faire tenir plein de choses en aussi peu de temps que mes camarades. Je commence tout de suite. Ah bah si tu veux, moi j'ai même pas. Non, mais si tu ne souhaites même pas que je t'introduise, moi j'ai aucun problème. Juste rappeler que alors on va avoir du mal à faire le tour de l'ensemble des projets sur lesquels tu es investi d'un point de vue notamment numérique, ou en tout cas qui pourraient en tout cas engager des nouvelles technologies. Peut-être dire que assez tôt tu étais engagé dans ce qu'on a appelé le net art, dont on entend peut-être un peu moins parler maintenant, que tu as une certaine, je dirais, expérience dans ces relations avec les technologies et le monde numérique, que tu fais partie de ces artistes qui ont un point de vue, je dirais, assez... Je ne sais pas si j'ose employer le mot disruptif, mais j'ose, puisque on se connaît bien et je sais que ça va t'amuser. Et que tu es pour moi, à mon sens, aussi un des rares artistes à être réellement dans une proposition critique. Par ailleurs, je dois préciser que tu es le premier lauréat de cette nouvelle édition, de cette nouvelle mouture du prix Maïf pour la sculpture, mais tu n'étais pas seul, et cette pièce pour laquelle tu as été choisi était faite avec la complicité de Goliath Dièvre, d'ailleurs, c'est une pièce qui est encore en cours de développement. Oui, tu vas nous en dire quelques mots. Ça ne jamais, de toute façon, c'est l'histoire d'une vie. Alors, je te laisse la parole, Grégory. Oui, alors je vais essayer d'être assez rapide. Donc oui, comme l'a dit Gaël, j'ai fait cette pièce avec Goliath, qui est designer objet. Moi, je suis plutôt artiste plasticien. Et on s'est rencontrés à la Villa Kujuyama. Je vais vous raconter un peu la jeunesse du projet, pourquoi j'ai voulu la faire, les problèmes que ça pose par rapport à mes camarades, à ce qui a été dit précédemment, à la conférence aussi précédente. Bien sûr, je ne vais pas couvrir tout le champ. Ce projet s'appelle Interne. Il a donné lieu à d'autres formes, dont des formes de romans, dont je parlerai peut-être rapidement. Et il me semble que dans ce prix Maïf, le fait de joindre la question sculpturale dans sa matérialité et la question dite numérique, avec tout ce qu'elle peut avoir d'obsolète, ce concept, on n'est pas à l'aise avec ce concept,
Bien évidemment, ça permet, je dirais, de poser autrement ces questions-là que sur une prétendue immatérialité, bien sûr, dont on sait qu'elle est conceptuellement inefficiente. Alors, moi, je vais prendre le point de vue pas de la symbiose, mais de la séparation. Normalement, la symbiose, c'est vivre ensemble, et c'est quand au moins deux organismes, un organisme plus N, vivent non seulement ensemble, mais s'apportent réciproquement des choses positives. Ce n'est pas exactement le monde dans lequel on est en train de vivre. Alors, on rêve tous de technologies avec du slim, avec du kombucha, avec un mélange de vivants et de capteurs, parce qu'on se dit que tout ça, on est un peu thomiste, tout ça appartient au même monde, mais la réalité dans laquelle on est en train de vivre, c'est un monde où c'est presque le contraire de la symbiose. C'est-à-dire que, alors attendez, je passe trop vite, c'est-à-dire que les choses, c'est très sensible, ce bidule, c'est trop sensible, c'est plus sensible qu'un être humain. On vit presque dans l'antagonisme de la symbiose, c'est-à-dire dans un monde où les choses effectivement vivent ensemble, sont ensemble, mais se font du mal. Se font du mal. Et on a un problème avec la technique, c'est qu'on a encore, au niveau presque conceptuel, du mal à définir et à concevoir réellement une ontologie de la pollution. Qu'est-ce que c'est que la pollution? Qu'est-ce qui fait que la production technique, elle engorge le monde à un tel point qu'elle rend ces terres inhabitables? Et le fait de comprendre ça, c'est pas seulement un phénomène accidentel, où il suffirait de faire un tournant écologique pour changer cette nature-là, qui est que quand on extrait de la matière et qu'on la forme, ça crée une pollution qui engorge le monde et qui rend d'une certaine manière le monde inhabitable. Donc moi, c'est une question, alors j'entends bien, c'est un peu anxiogène, hein, bon, mais c'est un peu aussi l'époque dans laquelle on vit. Donc moi, c'est une question qui me travaille depuis le début des années 2000, vers 2001, où j'ai commencé à vraiment travailler sur le rapport entre destruction et technique. Et entre autres, avec ce projet, dont je vais passer rapidement des projets pour vous montrer à quel moment j'arrive au projet interne de la Maïf. Et pourquoi j'arrive à ça? Donc avec Télofossiles, les fossiles de la faim, ou bien évidemment, bon là c'était en 2012-2013, donc bien sûr, l'espèce humaine a disparu comme d'habitude, et une autre espèce arrive, ou autre chose, d'indéterminé, et creuse la Terre. Et en creusant la Terre, qu'est-ce qu'il trouve? Les traces de ce que nous avons été, mais surtout, en creusant, on trouve plus de traces récentes que de traces lointaines. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'il y a la production industrielle qui engorge ce monde et qui fait que nous créons de plus en plus d'archives archéologiques d'une certaine façon. Et l'intuition qu'il y avait derrière, c'est qu'entre le surconsumérisme et le surproductivisme industriel et cette fin arrivante, engorgeante du monde, il y aurait peut-être une relation. Peut-être bien. Peut-être que dans le désir infantile du consumérisme, il y a autre chose que simplement cela. Alors bien sûr, ça a mené à d'autres projets que je passe rapidement sur plutôt les data centers et le fait que ça, c'est contemporain de l'hypermnésie. C'est-à-dire que depuis 30 ans, et bien sûr, je reviens à ISEA avec un peu d'émotion, puisque moi, quand j'étais jeune étudiant, dans les années 2000, ça faisait partie de mes premières présentations à ISEA, quand c'était à Paris, quand c'était à Montréal, etc. Et donc, l'hypermnésie, c'est le fait que ce phénomène-là d'accumulation de toute cette industrie, de toute cette matière transformée qui arrête le monde, est contemporain du fait que depuis 30 ans, collectivement, nous accumulons un nombre d'archives dans les data centers, par les réseaux sociaux, qui créent une archive comme jamais à aucun autre moment dans l'histoire humaine il y a eu lieu. Qui fait que ça engorge même la capacité de l'historicisation, c'est-à-dire de raconter l'histoire. Dans 100 ans, à supposer qu'il y ait encore des historiens et des êtres humains sur cette planète, comment les historiens pourront même traiter ce que nous sommes en train d'accumuler? Ce n'est même pas des archives. Donc voilà. Donc globalement, on a un gros problème. C'est que la technique, c'est d'abord de la matière, et ce n'est jamais que de la matière. L'immatérialité n'existe pas par définition. Et que nous considérons la matière et l'ensemble de la Terre comme une ressource exploitable, qui engorge quelque chose dans le monde, qui n'est absolument pas symbiotique, mais qui vit ensemble, les choses coexistent. Et nous vivons, ou nous exportons nos détritus. Alors, partant de ce constat, on s'est retrouvé donc, on s'est rencontré avec Goliath Dièvre, qui est designer objet à Kyoto, complètement dans une autre atmosphère et dans un autre rapport à l'objet aussi.
et à l'artisanat, à la production matérielle et à la modernité. Et nous nous sommes arrêtés lors d'un soir de dérive urbaine devant un Poutsadan, donc les petits temples portatifs. Vous ouvrez et il y a un temple bouddhiste. Alors quel rapport avec les technologies, vous me direz? On a été frappé par ce Poutsadan qui était qu'on ouvrait ce petit coffret et un monde beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur s'ouvrait. Et ça faisait, bien sûr, moi, ça me rappelait la Maison des Feuilles de Daniel Eschi, et cette maison plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comment? La précédente? Celle-ci? C'est voilà, moi je suis presque interactif. Ça c'est sensible et moi je suis interactif. Et donc on a commencé à rentrer dans un monde dans un monde. Un monde dans un monde. Est-ce qu'il serait possible que ce monde, il y ait d'autres mondes? Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. Il y a une autre réalité, mais elle est dans celle-ci. Donc ce projet, je dirais, a donné lieu, j'en reparlerai peut-être, ou peut-être pas, c'est trop long, à un projet associé qui s'appelle Terre Seconde, parce que bien sûr dans mon travail tout est organiquement associé, mais je passe. Et je vais parler du projet avec Goliath. Donc nous on a un projet de terraformation. La Terre est en train de devenir inhabitable. Et rien n'arrête cette inhabitabilité de la Terre. Nous ne sommes absolument pas à la mesure du moindre changement. À mesure que nos connaissances scientifiques augmentent sur l'état de la Terre et de la planète grâce aux technologies, car il faut bien dire qu'on peut critiquer les technologies, mais si nous avons même une idée de la Terre, c'est grâce à des réseaux récursifs de neurones, c'est grâce à des ordinateurs et à des unités de calcul. Et donc on a commencé à, un peu dans une perspective de Sol Lewitt, d'imaginer la Terre. Et on s'est dit, bah, finalement, l'un des problèmes qu'on a, et là on l'a ici, beaucoup, je le vois sur chacun d'entre vous, on porte des habits avec des designs un peu différents, avec des belles couleurs. Bon, vous savez, ces couleurs sont... La teinture des vêtements, on parlait d'eau, c'est une catastrophe pour l'eau. Ces sièges sont rouges, de velours rouge. Ils sont un tout petit peu ringards tout de même. C'est-à-dire qu'ils ont été dans les années 90-2000 et peut-être qu'à un moment, il va falloir changer la couleur de ces sièges. Donc on a imaginé, nous, un autre monde. On s'est dit, on va éliminer tout ça. On va éliminer tout changement. Et on va créer un monde où toute la technique ne sera qu'un support à des changements qui vont être en réalité augmentés. Voilà, tout va être en réalité augmenté. On arrête de faire du design, de la signalétique, toute cette production insensée de signes qu'on n'arrête pas de changer pour rien et qui pollue terriblement la Terre. Et donc on va créer un monde, l'ensemble des bâtiments architecturaux, des vêtements, tout sera gris. Absolument gris. Et ça servira juste de support et de décor à la réalité augmentée. Donc on a imaginé de diviser la Terre en des fragments de 1 mètre carré. Donc on a fragmenté la Terre en des fragments de 1 mètre carré. On a détaché chaque fragment et on a créé un logiciel qui permet de recouvrir la Terre d'une autre surface, d'une autre formation terrestre. Et c'est des morceaux d'1 mètre carré. Donc notre objectif, c'est de recouvrir la Terre de ces sculptures. Donc la Maïf nous a donné la chance, et Gaël Charbot, de faire le premier exemplaire, le premier prototype, peut-être unique, et peut-être ce sera le premier et le dernier. Bon, j'espère qu'on fera les millions d'autres qui restent. Donc de faire ce... Alors ça c'est le fragment avec la réalité augmentée. Je vais vous expliquer. Donc de le faire en impression béton avec la société Xtree. Donc de faire le premier mètre carré qui pèse 1 tonne. Donc l'ensemble des impressions, si on la recouvre de la Terre, alors on n'avait pas calculé le poids, mais je pense que ce serait peut-être plus lourd que la Terre. Donc c'est un trou noir en fin de compte notre affaire. Et donc on a produit une sculpture donc qui fait 1 mètre carré, dont la caractéristique technique c'est qu'elle est aussi creusée en CNC, ce qui était la première fois qu'on faisait ça en impression 3D. Et donc sur lequel règne donc ça c'est le volume avec les fameux colombages qu'on retrouvait en céramique, là qu'on a en béton, avec une forme qui est une forme technique au-dessus, un peu bizarre, en aluminium. Je vous montre quelques détails. Et puis, bon, bien sûr, on a un système de réalité augmentée qui... on
on a fait juste un système qui augmente la sculpture, qui fait que la sculpture, comme on savait qu'avec un seul prototype, ça permet de voir les autres à côté, au moins de développer un paysage, donc les autres volumes tombent. Et puis cette chose-là, je parlais de la sensibilité de ça, ce système de réalité augmentée, c'est des données de la Terre, et ça permet de visualiser juste l'état de la Terre, et donc ce lieu est un peu trop... cette augmentation, c'est un peu la sensibilité de la Terre sur une sculpture. Alors, je suis à 12 minutes 48, donc je vais répondre à la question. Je te remercie parce qu'on nous a fait signe combien il nous reste, mademoiselle? 5 minutes. Écoutez, j'en ai pour 2 minutes. Bon. Donc, la question, c'était la technologie, simple outil ou révolution pour l'art. Alors moi, je voudrais inverser les données et les coordonnées du problème et vous proposer, et je vais essayer d'expliquer, dans un temps très bref, c'est plutôt l'art qui est une révolution pour la technique. C'est-à-dire que ce qui engorge la Terre, c'est le fait que nous concevons la technique comme un instrument soumis à notre volonté et à la volonté de puissance. Et c'est pour ça que nous concevons aussi la Terre, les ressources, comme exploitables. Nous la concevons aussi de façon instrumentale. Nous prenons la technique comme modèle de conception ontologique de la Terre, de l'ensemble de la Terre. La seule activité humaine, à ma connaissance, qui suspend cette volonté de puissance et cette instrumentalité qui s'exprime dans la matière, c'est l'art. À ma connaissance, c'est la seule activité matérialiste qui suspend l'instrumentalité technique. Donc la révolution que pourrait faire l'art sur la technique, c'est de suspendre l'instrumentalité et enfin de passer d'une technique instrumentale à une technique expérimentale, c'est-à-dire de faire, comme ce que font tous les artistes, essayer les choses sans savoir exactement ce qu'ils sont en train de faire. Je vous remercie. 14 minutes 20. Bon, merci. C'est comme dans les relais, Grégory était placé en dernier parce qu'il pouvait rattraper un éventuel temps, bien que je ne supposais pas que Émilie ou Marion puissent perdre du temps, mais je connaissais sa capacité à adapter son discours. Je ne sais pas s'il y a des questions et si c'est moi qui dois les tendre. Maintenant, il nous reste moins de 3 minutes pour ces questions. Donc, si vous avez un bouton à vitesse rapide, surtout posez une question sans vous introduire, sans rien du tout. Allez de droite, straight to the point, comme on dit en anglais. Et puis, on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible aussi. Et une question, madame ici, voilà, vous avez un micro qui arrive. Merci. Encore une question, peut-être une question de pas, si je peux me permettre, peut-être un tout petit peu provocatrice, Grégory et à Marion, si je peux, par rapport à l'éphémère, l'éphémérité et par rapport à justement l'art en tant que seule activité qui est non instrumentale. Est-ce que, pour commencer avec la première, par la deuxième, même l'art qui est non instrumental a quand même besoin d'exploiter des ressources, n'est-ce pas, et d'utiliser des ressources et d'ajouter à une certaine production. Donc, est-ce que ça sauve quand même, ou est-ce que ça distingue au final si on a aussi besoin d'exploiter pour produire de l'art? Donc ça, c'est une question. Et sur l'éphémère, un peu la question inverse, est-ce que si on garde des traces quand même, puisque vous avez parlé de photographie ou de documentation éventuelle pour garder une certaine mémoire de moins certaines choses, même si c'est peut-être moins lourd en termes d'information, on a quand même un souhait d'avoir une certaine mémoire, d'au moins certaines choses, n'est-ce pas? Donc est-ce qu'il y a éventuellement une contradiction? Vous réconciliez ces paradoxes quelque part? Top réponse, Marion. Première, allez. Ok. Éphémérité. Par rapport à l'éphémère, l'idée c'est de rebondir aussi sur ce que disait Grégory. Du coup, c'est cette terre qu'on remplit finalement d'informations jusqu'à en plus pouvoir, et de peut-être se poser la question justement du tri des informations, de qu'est-ce qu'on veut garder. Je pense qu'il est intéressant de laisser des traces, mais d'avoir pour la transmission, déjà d'avoir une certaine mémoire collective des choses qui se passent,
mais de réfléchir à quelles sont les traces qu'on veut laisser, comment est-ce qu'on veut les laisser, justement, et que ça soit des traces qui soient réfléchies. Pas comme disait Grégory, des engorgements comme ça de données, comme si on allait finir boulimique d'informations, de choses qui nous dépassent, mais au contraire de maîtriser les données, de se dire voilà, qu'est-ce qu'on veut garder, quel choix on fait, parce que la vie est aussi une question de choix, donc comment est-ce qu'on choisit et comment est-ce qu'on ne se laisse pas déborder, mais justement notre responsabilité c'est d'offrir, en tant qu'être humain, d'être dans le choix et de ne pas se laisser dépasser, mais d'offrir vraiment cette réflexion-là, en tout cas, sur le choix des traces qu'on laisse. Pour cette réponse, Oui, et Grégory, comment tu produis, je résume la question, comment tu produis sans utiliser de matière? Alors oui, mais moi, de manière lapidaire, ce qui m'étonne toujours, souvent maintenant, ces derniers temps, ces dernières années, c'est on dit, mais tout de même, vous utilisez de la matière. Bon, donc la personne qui parle, quand elle fait ça, déjà, elle exhale et elle respire, elle génère. C'est-à-dire que comme organisme vivant, nous utilisons de la matière. La non-utilisation de la matière, c'est la mort. Et encore, et encore. Donc, à partir de là, pour moi, c'est pas du tout la bonne question. Je suis désolé, c'est pas du tout la bonne question, parce que ce serait l'idée d'un être vivant totalement absent à lui-même et totalement absent au monde, finalement. La question, c'est plutôt de savoir dans quelle orientation nous utilisons ça. Parce que la manière d'utiliser, ce que j'essayais d'expliquer, c'est ça qui va déterminer l'engorgement du monde. Est-ce que nous l'utilisons de façon instrumentale et concevons l'ensemble du monde comme une ressource exploitable techniquement, ou est-ce qu'on commence vraiment à expérimenter les technologies comme des hallucinogènes psychédéliques? Est-ce qu'on commence vraiment cette affaire-là ou pas? Voilà. C'est plutôt ça la question qui m'intéresse. C'est très précis, oui, et je crois qu'on a une vraie porte de sortie. Oui, qui s'offre à nous. Voilà. Qu'on va utiliser tout de suite, puisqu'on est arrivé au temps de nos échanges, me semble-t-il. Donc on va tout de suite aller tester ça. Et on vous remercie pour votre écoute et pour cette conversation très enrichissante. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci Gaël, merci à vous tous.